Alors, notre premier orateur, et j'aimerais présenter un instant, Docteur Simon Tanguay. Docteur Simon Tanguay est un professeur et président de la division de neurologie au centre de santé et de l'université. Il est activement impliqué dans la recherche pour le cancer du rein de Canada depuis sa création, également le développement du système d'information cancer du rein Canada auquel on fait référence à CICAS. Il a soutenu Cancer du rein Canada depuis sa fondation. Et ses intérêts sont le diagnostic et donc les stratégies thérapeutiques pour le cancer. Il sert également comme secrétaire général et président, je vais mal le prononcer, désolé, de la Société internationale d'urologie. Et cette société scientifique permet donc d'offrir donc le meilleur soin à tous les urologistes pour leurs patients. Il a un rôle philanthropiste également très important pour former les urologues et avancer la recherche. J'ai entendu pas mal des histoires que Dr Tanguay a partagées avec nous. Elles sont vraiment merveilleuses et on est vraiment bénis au Canada d'avoir Dr Tanguay et je pense qu'il pourra présenter certaines de ces histoires et comment le fait de créer de, de traités peut être compliqué dans différents pays. J'aimerais également reconnaître que le docteur Simon Tanguay est le président de notre comité de conseil que nous euh, tenons en grande estime. Il nous aide à suivre ainsi certaines informations pour qu'elles soient médicalement correctes et bénéfiques également pour nos patients et joue un rôle important dans notre organisation. Sans plus attendre, donc, je voudrais présenter Dr Simon Tanguay qui va parler sur la prise en charge du cancer du rein localisé. Bienvenue, Dr Tanguay. Merci Christine, merci Marion et merci à tous et toutes pour l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de parler un petit peu de la prise en charge du cancer du rein localisé. Alors bien sûr, en soi, c'est un sujet très large. Donc ce que je vais dire sera un peu superficiel, une vision superficielle de cette prise en charge. Je serai contente de prendre des questions par la suite si vous en avez. Alors, un petit peu sur ce dont on va parler pendant les 20-25 minutes suivantes, sur les statistiques bien sûr, sur le cancer du rein. Comment est-ce qu'on peut stadifier donc le cancer du rein? C'est une grande importance pour prendre une décision par la suite. Et ensuite, les différentes options de traitement. On a donc l'opération, la chirurgie, la surveillance, qui peut être prolongée dans le temps. Donc, on va parler un petit peu de cela. Et ensuite, on parlera des différentes options chirurgicales et de la technologie que nous utilisons pour mettre en place ces chirurgies. Lorsqu'on fait face au cancer, malheureusement, la bonne et mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà un petit peu les statistiques euh, pour 2025 au Canada. Vous pouvez voir que nous attendons à ce que 250 000 Canadiens seront diagnostiqués avec du cancer en 2025. Cela représente 2 sur 5 Canadiens qui feront face dans leur vie au cancer. Donc voilà, il y a des personnes, que ce soit dans leur famille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est présent pour tous. Vous pouvez voir ici à droite la distribution du cancer en général partout dans le pays. Et bien sûr, plus la zone est sombre, et bien plus il y a un diagnostic fréquent de cancer. Cela va également en lien avec la taille de la population, bien sûr, dans les différentes provinces. Cancer du rein, c'est la même chose. Vous pouvez voir donc là, au Québec, là où je travaille, on est à peu près à 25 000 patients par année. Ça dépend de province en province. Donc, c'est une partie assez importante en tout cas de notre pratique. Qu'est-ce que ça représente par rapport à d'autres cancers? Donc, c'est un cancer qui est plus commun chez les hommes que chez les femmes. Il représente 4,6% de tous les cancers diagnostiqués chez les hommes. Le cancer de la prostate est le plus fréquent. Et 2,5% de tous les diagnostics de cancer pour les femmes, avec bien sûr le cancer du sein étant le plus commun. Donc cela vous donne une idée de la fréquence de ce diagnostic. Alors, lorsque nous faisons face à un diagnostic de cancer,
Cela se présente la plupart du fois comme une masse, on trouve une masse dans le rein. On a des symptômes comme le saignement qui est le plus commun, du saignement dans les urines ou alors avec différents ultrasons, on peut voir qu'il y a une masse dans le rein. La première chose que nous faisons, c'est trouver le stade. Il faut savoir quelle est l'étendue de ce cancer et cela est fait à travers une imagerie. Généralement, on va faire un CT scan ou un IRM de l'abdomen et ensuite on va faire une radio également une radio euh, de la poitrine pour voir. Donc tous ceux qui sont diagnostiqués par le cancer du rein, on suit leurs poumons tout le temps également. Vous pouvez voir qu'il y a deux systèmes d'étapes qu'on peut suivre. Un, 2, 3, 4. Je pense que c'est le système avec lequel les gens sont le plus familiers. Plus vous êtes bas, plus c'est localisé. La majorité de nos patients sont en étape 1, en stade 1, c'est-à-dire que c'est moins de 5 centimètres et le stade 1 à 3 sont traités localement, soit à travers une chirurgie ou d'autres techniques dont on va parler. Et ensuite, le stade 4, c'est que lorsque ça s'étend vers d'autres organes et la première ligne de traitement, c'est d'utiliser un traitement systémique. Il y a également un autre système de stade que nous utilisons le plus comme médecin. Le système TEDM. Donc, l'étendue de la tumeur à l'intérieur même du rein et parle aussi des ganglions lymphatiques ou ceux qui sont impliqués ou non impliqués et qui représentent aussi les métastases envers les autres organes, donc le TNM. Donc, comme je l'ai dit, il peut passer sur les glandes surrénales ou les poumons, etc. Donc, c'est le système TNM qu'on utilise également très souvent. Il y a deux types de stades. L'un est basé vraiment sur quelque chose de clinique, c'est basé sur la présentation, par exemple les images, les radios qu'on a pu avoir. Et pour la seconde type de personnes, il s'agit des personnes qui ont déjà eu une opération. Il y a une mise en étape qui est pathologique. Donc, ce que l'on peut voir au microscope, quelle est l'étendue de la masse et qui est sûrement le plus précis pour pouvoir prédire ce qui va arriver pour vous dans la suite de votre chemin face à cette maladie. Il y a souvent une confusion entre les étapes et les notes, donc le stade et le grade. Donc, le stade est vraiment la localisation et la taille alors que la note, le grade lui-même, regardez la tumeur au microscope et nous dit s'il s'agit d'une tumeur agressive, non agressive. Et dans la forme du cancer du rein, cela peut aller de 1 à 4, le 1 et 2 étant les moins agressifs et les 3 et 4 étant plus agressifs. Donc il y a une grosse distinction à faire entre donc, ce stade et ce grade qui est très importante pour ce que nous allons voir juste après. Donc très clairement, plus le stade est haut, plus le stade est élevé, plus la maladie est importante et le traitement que vous allez recevoir sera important également. Bien sûr, à le stade 1, c'est tout de même très important, mais bien entendu, au niveau de la forme des traitements utilisés, avoir des traitements systémiques avec souvent des rayons, de la radiothérapie ou une opération, il y a une corrélation directe entre le contrôle, la capacité à contrôler le cancer qui est bien meilleur ici dans les stades les plus bas que dans les stades les plus hauts, et cela paraît logique. Donc, pour la plupart des cancers, la première étape est de confirmer le diagnostic avec une biopsie par ponction ou poncture avec une aiguille. Étrangement, au Canada, on ne fait pas toujours ça. C'est parfois une étape pour le cancer du rein. C'est une étape qui rajoute juste une procédure en plus et qui peut ajouter des cas de morbidité ou un inconfort chez le patient ou la patiente sans réellement changer le processus que nous allons faire après. S'il y a une masse large dans le rein, il doit toujours être enlevé, elle doit toujours être enlevée, donc on ne fait pas toujours la biopsie. On fait une biopsie quand on doit vraiment confirmer le diagnostic. Donc, par exemple, si on a une masse qui est très petite et on a vraiment besoin de savoir, parce que jusqu'à 20% des petites masses dans le rein peuvent être bénignes. Donc, on le fera ici quand vraiment il y a possibilité d'influencer la décision sur ce que nous allons faire. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard de la surveillance active, par exemple. Il s'agit très clairement ici d'un domaine ici où la biopsie peut devenir très utile. Le plus souvent, cela fait de manière très facile, que ce soit avec une échographie ou avec un scanner.
Et dans une zone, dans une situation où on doit toujours faire la biopsie, c'est pour les patients qui présentent et leur maladie s'est déjà étendue vers d'autres organes et on doit confirmer le diagnostic chez ces patients pour s'assurer qu'on sélectionne bien le meilleur traitement possible pour eux et elles. Donc ici, on voit donc ces voitures, toutes les voitures ne sont pas les mêmes. Elles nous amènent toutes d'un point A à un point B, mais elles ont toutes leurs particularités. Il s'agit de la même chose pour les cancers rénaux. Tous les cancers rénaux ne sont pas les mêmes. Il y a les plus communs qu'on appelle à cellules claires et conventionnelles. On a le chromophobe, on a les papillaires et après on a toute une série de bien moins communes formes de cancer. Et cette liste de formes de cancer moins communs, elle grandit rapidement en réalité parce qu'on peaufine notre capacité à diagnostiquer et à comprendre les aspects moléculaires du cancer. Et nous avons donc une liste grandissante de diagnostics. Il y a juste 10 ans, elle existait, cette liste, mais ils existaient déjà, mais ils n'étaient pas reconnus à cause des nouvelles capacités que nous avons aujourd'hui pour les reconnaître. Maintenant, on va parler de la surveillance active. C'est une très bonne option. La première chose ici à voir, c'est pourquoi est-ce qu'on veut regarder un cancer ou l'observer? Et je crois qu'on a entendu ça de la part de Christine, que parfois cela peut être une bonne option, ça peut vous économiser, entre guillemets, des complications, des chirurgies, etc. Euh, donc la surveillance active est généralement réservée aux patients et aux patientes qui ont des vraiment petites masses, donc moins de 3 cm. Et on fait cela souvent parce qu'elles ont tendance à grandir de manière très lente, 2 millimètres par an le plus souvent. Le risque que cela s'étale vers d'autres organes est très très bas et on a souvent des triggers, des déclencheurs qu'on utilise pour envisager le traitement si, par exemple, la taille de la masse dépasse ou sa croissance dépasse une certaine taille. Et là, on décide d'un traitement. De manière, à l'origine, c'était surtout présenté chez des patients d'un âge assez avancé, puisque on savait que la plupart d'entre eux n'auraient jamais besoin du traitement pour leur cancer rénal. Mais de nos jours, c'est aussi beaucoup plus utilisé pour des patients et des patientes plus jeunes qui se présentent avec une masse rénale. On voit que dans nos lignes de conduite canadiennes, pour toute masse de moins de 2 cm, la surveillance active est l'option primordiale ou primaire pour ces patients et ces patientes. C'est aussi quelque chose qui est dans les livres. Pour un patient qui est plus jeune, on peut aussi effectivement utiliser la biopsie pour bien s'assurer qu'on ne fait pas face à une forme de cancer très agressive et utiliser la surveillance active. Maintenant, on va parler des chirurgies. Donc, il y a également des options multiples. Est-ce qu'on enlève le rein entier, une partie du rein? Euh, on sait qu'une grosse proportion de nos patients et patientes avec des cancers rénaux sont trouvés de manière... ces masses sont de plus en plus petites et donc il est clair qu'on n'a pas toujours besoin d'enlever le rein entier. Donc, un facteur que l'on utilise beaucoup quand on prend la décision, c'est la taille de la masse, où est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur même du rein, quelle est la complexité pour enlever cette masse. Et ensuite, on utilise aussi l'historique du patient, votre historique médical, si vous avez déjà des insuffisances rénales, si vous avez des maladies comme du diabète, de l'hypertension, toutes choses qui pourraient impacter votre fonction rénale. On veut essayer de préserver une partie maximum de votre rein pour s'assurer que la chirurgie ne vous pousserait pas vers une dialyse, par exemple, ou la nécessité de réparer ses fonctionnements. Donc, c'est important de savoir aussi si on enlève le rein entier ou juste une partie du rein, cela n'affecte pas souvent les aboutissements du cancer, à moins que la masse soit extrêmement large, auquel cas on fait vraiment une nephrectomie totale. Il y a des manières multiples de faire tout ceci. La façon conventionnelle, c'est une chirurgie ouverte où on fait une incision, on rentre, on identifie la masse à l'intérieur de votre rein. Le rein, c'est ce qui filtre le sang, donc on stoppe le flot de sang dans votre rein et en gros, on rentre et on enlève la masse et on répare l'intérieur de votre rein et on referme le rein. Donc le plus souvent, on peut sauver une grosse partie de votre rein en faisant ceci. Cela peut également être fait par laparoscopie. Donc la laparoscopie, c'est une approche où on utilise des petits points d'entrée dans votre abdomen. On remplit l'abdomen de gaz et on peut donc voir à l'intérieur et on utilise des instruments en travaillant depuis une certaine distance et on arrive à exciser et on fait la même chirurgie qu'en ouvert, mais d'une distance. Donc c'est une chirurgie que beaucoup d'urologues ont développé la capacité à faire. C'est quelque chose de très difficile d'un point de vue technique, mais cela a énormément amélioré, augmenté l'utilisation de chirurgie robotique. C'est une manière encore plus avancée de faire cette même chirurgie. On a les mêmes points d'entrée dans l'abdomen, mais le chirurgien, au lieu de tenir les instruments lui-même, travaille depuis une console dans un coin de la pièce, du bloc,
Et les bénéfices de cette chirurgie robotique, c'est il y a beaucoup plus de liberté de mouvement, les réparations, les sutures sont beaucoup plus simples, la capacité à former des gens à faire ce genre d'opération est aussi bien meilleure. Et donc, cela a repoussé les capacités et les habiletés à pouvoir sauver les reins plutôt que de les enlever entièrement. C'est un merveilleux outil. Il n'est pas disponible dans tous les centres. Je peux vous dire que, par exemple, au Québec, tous les robots qui existent sont achetés ou achetés grâce à de la philanthropie. Donc, il y a eu des limitations en termes d'utilisation ou de nombre, mais DaVinci, donc, que vous voyez ici, qui est un robot très intuitif, par une compagnie qui nous fournit nos seuls appareils de chirurgie robotique. Désormais, ils ont de la compétition, une autre marque qui est en train de monter et qui est utilisée au Canada. Il y a un certain nombre de nouveaux robots qui arrivent sur le marché. C'est des robots très compétitifs d'Inde, de Chine, qui arrivent sur le marché et qui vont faire baisser aussi les prix de cette technologie et la rendre plus facilement disponible pour plus de centres de traitement. Les chirurgiens, nous aimons nos gadgets, nous aimons nos outils, donc c'est très clairement un outil pour un neurologiste et tous les autres chirurgiens un outil très intéressant, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous regardez ici, je ne crois pas que cette technologie soit dans des centres canadiens à l'heure actuelle, ou du moins je ne le sais pas, mais elle est tout à fait utilisée aux États-Unis à l'heure actuelle. Et vous avez vu sur les diapositives suivantes, c'est 4 ou 5 points d'entrée pour faire dans l'abdomen pour faire cette chirurgie. Ce robot ici n'a qu'un seul site d'entrée dans l'abdomen, et donc on voit que à l'intérieur même de ce site, on voit les 3 instruments, la caméra, et vous pouvez donc performer votre opération, votre chirurgie dans des espaces beaucoup plus fermés, beaucoup plus difficiles et tout de même pouvoir atteindre ce que vous souhaitez faire. C'est déjà une nouvelle technologie qui nous permet de faire aujourd'hui ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Et cette technologie continue de s'améliorer de manière extrêmement rapide, ce qui est très, très excitant. Pour les chirurgiens, bien entendu, nous aimons ces outils, mais pour les patients et les patientes aussi, parce que cela nous permet de faire des choses que nous ne pouvions pas faire dans le passé. Ce qu'on voit ici avec les développements chirurgicaux également, c'est que nous avons désormais la capacité de faire des reconstructions 3D. Nous pouvons faire une cartographie pour le chirurgien, qu'il sache où sont tous les vaisseaux intriqués, tous les branchements des vaisseaux à l'intérieur même du rein. Et lorsque nous allons et que nous rentrons pour enlever une masse, il n'y a plus de surprise. Sur le chemin, on sait exactement où l'on va. On voit vraiment la carte avant même de commencer le voyage, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait actuel. On peut donc reconstruire des modèles 3D avec de l'impression 3D que vous pouvez voir, vous pouvez les montrer à vos patients, vos patientes. Ce n'est pas toujours très utilisé dans beaucoup de centres, mais cela existe et cela se développe également très rapidement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces reconstructions 3D et l'utilisation de l'intelligence artificielle permettent de fondre ces images en temps réel devant le chirurgien lui-même qui fait sa chirurgie robotique. Et donc, cela nous permet de reconnaître les organes et cela va vous donner ces dessins des vaisseaux pour que vous puissiez vraiment ne faire face à aucune surprise de découvrir un vaisseau là où vous ne pensez pas qu'on a un V1. Vous avez une superposition de l'image euh, en même temps que vous bougez le robot et les instruments du robot, etc. Donc la technologie va très 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 vite et je pense que cela va juste améliorer la qualité des chirurgies que nous pouvons, des opérations que nous pouvons offrir à nos patients et nos patientes à l'avenir. Donc, comme vous le voyez ici, donc pour la néphrectomie partiale, il y a des options chirurgicales multiples. Comment est-ce que nous faisons cette décision? C'est souvent le choix du chirurgien selon la complexité de reconstruction et de réparation. Parfois, c'est le mieux si c'est fait en chirurgie ouverte. Parfois, c'est mieux si c'est de la chirurgie robotique, une opération robotique. Cela dépend bien sûr de la disponibilité des technologies aussi et de l'expertise même du chirurgien ou de la chirurgienne. Et je pense que dans beaucoup de centres et dans beaucoup de provinces, par exemple, je peux vous parler pour le Québec, par exemple, il est parfois habituel que les patients soient transférés d'un chirurgien à un autre ou d'un centre à un autre, juste parce que vous savez, ce centre peut faire quelque chose que ici et cette personne ne peuvent pas faire et qui pourrait énormément bénéficier aux patients, et donc on transfère le patient. Si on rentre vers les autres options, parfois, si l'on ne veut pas enlever la tumeur, on peut la détruire avec une forme d'énergie différente. Je dirais qu'il y a trois principales façons de faire cela à l'heure actuelle. Il y en a plus, mais juste pour rendre les choses simples, il y en a trois principales. Donc, on a deux types d'ablation de tumeurs par des énergies qui sont disponibles et dans la plupart des centres du Canada. L'une, c'est ce qu'on appelle la radiofréquence, l'ablation par radiofréquence. Ce sont des outils différents. En gros, il s'agit d'un petit parapluie qu'on déploie à l'intérieur de la masse de la tumeur elle-même et on chauffe pour détruire la masse par la chaleur.
ou alors il y a la version opposée. Et là, vous voyez ici une tumeur du rein pendant une laparoscopie. La plupart des choses sont faites à travers la peau maintenant sans chirurgie ouverte, mais nous pouvons geler ou congeler cette masse. Vous voyez ici, on peut donc détruire la masse ou la tumeur grâce au froid. Cette technologie fonctionne très bien pour les toutes petites masses, 3, 5 centimètres. Cela peut être fait avec des masses plus grosses, mais avec moins de succès souvent. Donc, la plupart du temps, on la réserve pour des masses de 2 ou 3 centimètres pour les patients ou les patientes qui ne peuvent pas subir une opération, par exemple. Il s'agit d'une très, très belle alternative. Et ce qu'on voit de nouveau ici, c'est donc par la radiation, ablation, par radiothérapie, qui est délivrée à des doses extrêmement hautes, mais directement sur la tumeur rénale. Et donc, on peut stopper sa croissance et on peut prévenir qu'elle continue à grandir et potentiellement créer des problèmes par la suite aux patients et aux patientes. C'est relativement nouveau, c'est en utilisation de plus en plus. Cela utilise c'est souvent sur des groupes de patients assez limités jusqu'à ce qu'on ait plus de connaissances là-dessus et qu'on puisse faire des plus gros suivis au long terme sur ces patients et ces patientes pour s'assurer vraiment que l'efficacité est là et comment. Comment est-ce qu'on enlève le rein entier? Donc, c'est de là c'est là qu'on va parler maintenant. Comme je le disais, si nous pouvons préserver le rein, nous le faisons autant que nous pouvons, mais parfois la masse est juste trop grosse et parfois c'est juste pas possible à cause de la localisation de la masse. Il s'agit donc de la même chose ici. Ces chirurgies peuvent être faites en chirurgie ouverte par laparoscopie ou par une opération robotique ou assistée par un robot. Toutes les options existent ici et ce qu'on fait ici lorsqu'on enlève le rein entier, c'est que on rentre, on attache les vaisseaux, l'urètre, qui est donc le drain des urines qui arrivent du rein et qui vont vers la vessie, et on enlève complètement le rein de cette façon par chirurgie. Cela peut être fait, bien sûr, par laparoscopie. C'est très certainement la manière numéro un de faire cette opération pour des masses pas trop larges, rénales, mais ici au Canada. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le rein a été détaché, on le place dans un sac, une poche, et on enlève le rein entier comme un organe intact dans ce sac, ce sachet, pour pouvoir ensuite faire une véritable évaluation de cette tumeur directement dans le rein. Le cancer du rein est aussi un cancer qui a une particularité, ce qui est que la tumeur peut grandir à l'intérieur même du système veineux ou du système de vaisseau. Donc on a la veine principale hépatique qui amène la tumeur peut grandir à l'intérieur de cette veine et elle peut grandir à des niveaux différents jusqu'à parfois même à l'intérieur du cœur. Et donc, il s'agit ici d'un très bon exemple où l'idée de faire des stades, le scanner ou l'IRM d'origine qui nous permettent de définir des stades, peuvent nous permettre de reconnaître ce type de pathologie précisément parce que la chirurgie, comme vous l'imaginez dans ce cas, est un petit peu plus compliquée et la plupart du temps, elle est faite en chirurgie ouverte, même si certaines de ces tumeurs peuvent être désormais opérées grâce à des chirurgies robotiques dans des centres extrêmement spécifiques qui ont l'expertise nécessaire et le matériel. Mais en règle générale, il s'agit de chirurgie ouverte. Et donc, vous voyez ici que la complexité de tout cela, c'est que nous devons isoler le flot sanguin entier, puisque c'est ceci qui amène tout le sang vers le cœur. Et donc, vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas faire une ouverture dans ce vaisseau principal sans des hémorragies énormes et graves. Donc, on isole de manière très temporaire pour pouvoir enlever la tumeur entière à l'intérieur, y compris les extractions qui vont à l'intérieur de la veine et pouvoir refermer le tout. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans des stades plus élevés, comme on l'a discuté un peu plus tôt, avec des plus hauts risques sur ces stades plus élevés, où on a un risque de revoir revenir cette tumeur à l'avenir. Mais on a donc cet exemple où vraiment le système de grade et de stade devient très important. Vous allez ensuite, on parlera après la chirurgie, mais pour l'instant, on va parler de comment se préparer pour l'opération. Je pense que dans les centres, il y a toujours une manière de montrer cela. Je sais que dans le centre où je travaille, tous nos patients euh, passent à ce qu'on appelle le schéma préopératif où ils rencontrent l'équipe médicale pour se préparer à l'opération, que ce soit les anesthésistes, les infirmiers, les infirmières, et ils reçoivent ce guide, ce petit dépliant que vous pouvez trouver sur le web, un guide vers une opération du rein. Donc, nous essayons de donner autant d'informations que possible aux patients et aux patientes à quoi s'attendre, qui appeler et quand, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger et boire le jour d'avant, le jour d'après. Euh, et après, chaque jour après l'opération, il y a un protocole IRAS. Donc, dans le rétablissement, le début de rétablissement, il y a bien sûr
des buts. Comme ça, les patients savent à l'avance ce à quoi s'attendre et ce que nous attendrons d'eux et leur chemin se passe donc très bien, se déroule très bien. Voilà la manière dont nous planifions les chirurgies dans notre centre, les opérations, pardon. Et il y a peut-être d'autres centres où c'est fait différemment, mais je pense que c'est relativement similaire dans les centres divers et variés. Donc, nous avons mentionné au début, quand nous quand on obtient le diagnostic de cancer rénal et qu'on enlève un rein, alors les pathologistes vont évaluer la tumeur et nous donner le stade de la tumeur. Et c'est là où nous avons vraiment l'étape pathologique ou le stade pathologique. Donc, c'est la véritable étendue de votre tumeur. Et en se basant là-dessus, nous allons pouvoir déterminer le genre de suivi dont vous avez besoin. Donc, les patients avec peu de risque que la tumeur revienne vont avoir un suivi différent des patients qui ont des risques extrêmes ou hauts que donc cette tumeur réapparaisse. Donc, voilà les lignes de conduite que nous avons ici au Canada qui nous permettent de déterminer comment est-ce que nous allons suivre les patients et les patientes. Et bien sûr, tout ceci est adapté au cas par cas pour chaque personne. Certaines personnes sont à l'aise avec le suivi, d'autres ne le sont pas. Et donc, nous ajustons en fonction de chacun, de chacune, pour que tout le monde puisse avoir un suivi approprié, mais pas trop compliqué. La dernière chose, c'est que de voir qu'est-ce que nous devons offrir de plus après l'opération. Si vous êtes dans la catégorie de patients qui ont un haut risque que la tumeur réapparaisse à l'avenir, notre processus, c'est de vous faire un suivi et d'espérer qu'elle ne reviendra jamais, bien sûr. Mais si elle réapparaît, on pourra vous traiter à ce moment-là. Ou alors, nous pouvons vous donner aussi des traitements de prévention de la réapparence de cette tumeur. Il y a eu un certain nombre de traitements qui ont été testés et utilisés au fil des années. La plupart d'entre eux ont échoué, mais désormais, nous avons eu un médicament d'immunothérapie qui est approuvé, qui est remboursé dans toutes les provinces du Canada, qui s'appelle le pembrolizumab. Et donc, votre médecin va peut-être vous en parler si vous qualifiez pour ceci. Les avantages, il y a bien sûr des avantages et des inconvénients pour tout, mais ce sera peut-être une discussion que vous pourriez avoir en post-chirurgie. Le signe excellent, c'est qu'on voit qu'il y a deux autres combinaisons de médicaments qui ont démontré des bénéfices tôt, au court terme, et on doit s'assurer que ces bénéfices restent sur le temps, sur le long terme, mais il y a potentiellement d'autres options euh, plus tard pour cette prévention de la réapparition des tumeurs après les chirurgies, et je vous souhaite la bienvenue de... Sur notre site web, Vous vous avez avez ce donc... document qui est très bien fait, qui explique, voilà, est-ce qu'on devrait recevoir une thérapie en plus après le cancer, une opération par rapport au cancer pour prévenir le cancer de revenir. C'est disponible en anglais et en français sur notre site web, vous pouvez le trouver. Par rapport au cancer du rein localisé, vous avez plusieurs options. C'est pas voilà, une solution pour tout le monde. Vous l'avez entendu en introduction. Chaque situation est différente et nous adaptons à cela, à chaque situation individuelle. Bien sûr, ce qui affectera cela, c'est l'expertise du chirurgien et du centre, qui sont, je pense, importants. Particulièrement, il est important également d'être informé. Nous avons entendu du docteur Google au début dans les remarques. Je pense qu'il est normal, bien sûr, de s'informer. Je pense que vous pouvez aller sur le site web de Cancer du rein Canada. Il y a beaucoup d'informations validées. Il y a beaucoup d'autres sites également, comme sur le cancer du sein Canada, où vous pouvez avoir de très bonnes informations, des questions. Il est important de savoir ce à quoi vous faites face et soyez à l'aise avec votre choix. Lorsqu'il y a beaucoup de choix, il est parfois difficile de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix. Mais bien sûr, une fois que vous prenez votre décision, eh bien, c'est la meilleure pour vous. Vous y allez et vous regardez pas en arrière. C'est votre choix, le choix que vous avez fait et vous avancez. Donc voilà un petit peu un résumé du traitement localisé du cancer du rein. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Simon. C'était très informatif et très utile, je pense, pour nos patients qui sont bientôt diagnostiqués ou qui font face à une chirurgie. Ça répond à des questions peut-être pour ceux qui ont déjà eu leur chirurgie. Je sais que nous allons probablement parler euh, de soins préopératifs et post-opératoires, mais voilà. Peut-être que en tant que chirurgien, tu pourrais nous donner à quel point il est important de donner à notre corps le temps de se réparer. Je suis sûre que tu le vois beaucoup, les personnes ne réalisent pas le temps que ça prend réellement. Est-ce que tu pourrais évoquer cela? Oui, merci. Je pense que c'est une question très intéressante parce que je pense que ça commence dans notre bureau.
Lorsque nous voyons des personnes qui commencent à sortir leur agenda pour voir où l'opération pourrait leur aller, je vois la même chose, c'est que ça colle pas en fait. La première chose, donc, c'est comme tout dans la vie, hein, il faut donner des priorités aux choses. Et là, ça devient vraiment votre priorité numéro une. Peut-être que si vous avez une petite masse qui n'est pas si agressive, euh, dans ce cas, vous pouvez trouver un temps qui vous correspond. Si vous avez une Z sous surveillance voilà, surveillance active, dans 2, 3 mois, je pense que c'est logique. Mais sinon, n'essayez pas de dicter de mettre ça en priorité. C'est vraiment ce problème qui est votre priorité numéro une. Ça serait mon premier point. En post-opératoire, je dis la même chose. Prenez le temps de vous en remettre vraiment. Parfois, certains patients s'en remettent très vite, particulièrement maintenant qu'on fait des opérations très peu invasives. Ils restent donc le soir à l'hôpital, la nuit, il n'y a pas d'énormes incisions, donc ils sentent avoir eu une petite opération alors que l'impact psychologique est énorme. Prenez le temps de vraiment vous en remettre avant de reprendre votre vie normale après. Parce que parfois, il est difficile voilà, revenir en arrière si on va trop vite au travail, etc. Prenez vraiment votre temps. Très bon conseil, merci. Une autre chose que nous avons généralement, c'est que les patients nous contactent et disent, j'ai vu mon chirurgien, quand est-ce que je vais voir mon oncologue? Et en gros, leur seul traitement serait la chirurgie. Donc peut-être que tu peux parler de cela, du fait qu'on n'a pas forcément une transition vers un oncologue. C'est une très bonne question parce que la plupart des patients avec du cancer voient un oncologue. Pour le traitement d'un cancer localisé du rein, jusqu'à récemment où nous avions l'opportunité de donner un traitement préventif, la plupart du temps, il n'y a pas de bénéfice au fait. Désolé, mon chien vient me voir pour voir comment je vais. Euh, Très, très souvent, il n'y a pas de besoin d'un oncologue parce que ce n'est pas une maladie qu'il voit et qu'il traite assez tôt. Je pense que si vous rentrez dans les critères pour être qualifié pour plus de traitements par la suite, alors je pense que oui, bien sûr, nous sommes toujours heureux de discuter avec un oncologue médical pour pouvoir voilà, prendre une décision un peu plus formelle. Mais sinon, l'urologue fera votre suivi lui-même et si nécessaire à un certain moment. Si vous avez besoin de l'aide d'un oncologue, eh bien, ils vont vous recontacter dans ce cas. Ce que nous essayons d'éviter, en tout cas, c'est d'avoir deux docteurs qui vous regardent pour la même raison et parfois il y a des visites dupliquées. Au début, c'est vu comme étant une certaine mesure de sécurité pour des patients, mais à long terme, ça n'aide pas, ce doublon. Ça, c'est un peu ce dont on parlait avec le docteur Google. Lorsque nous avons des patients localisés qui vont voir le docteur Google et qui disent, eh ben, en fait, plus tard, ils voient que ils n'avaient pas besoin de voyager. Voilà, prenez votre temps, gérez ce que vous avez en ce moment et si vous en avez besoin, votre urologue vous donnera contact avec un oncologue. Je pense que nous avons une question de notre audience. À quel stade et où, voilà, c'est un peu de ce dont on avait parlé, à quel stade est-ce que les patients devraient être orientés vers un oncologue? Actuellement, pour l'utilisation d'une immunothérapie préventive après une chirurgie, c'est très bien défini. Il est très bien défini à quel stade ou grade et les différentes caractéristiques du type de tumeur. Premièrement, c'est lié aux patients qui ont les formes de cancer du rein le plus commun, donc la tumeur papillomaire. On ne se qualifie pas pour ces traitements dans ce cas, pas parce que on vous exclut, mais parce que ce n'est pas démontré comme étant bénéfique. À, à moins d'avoir une preuve de bénéfice, nous ne voulons pas donner des traitements qui ne vous seraient pas bénéfiques parce qu'il n'y a rien que nous faisons qui est sans conséquence. Tout a des effets indésirables et voilà, ça, certains peuvent être importants. Ensuite, il est très clair. Par exemple, si vous avez une tumeur un peu plus localisée, petit 2, si vous êtes au grade 4 ou une variante qui s'appelle le sarcomide, ben, vous pouvez être qualifié. Si vous avez PT3 disease, donc vous êtes également automatiquement qualifié. Donc voilà, mais c'est très bien défini en tout cas. Appelez votre urologue, ils en sont très conscients. On ne peut pas sortir de ce cadre, sinon le traitement.
n'a pas été démontré comme étant bénéfique et il n'est pas remboursé. Ok, c'est compris. C'était une très bonne information, merci. J'invite tous ceux qui sont dans notre audience, qui pensent qui ont des questions, d'envoyer des questions à info@kidneycancercanada.ca. Si vous le mettez dans le chat ou dans la question et réponse, on le notera par la suite et on s'assurera que le docteur Tanguay aura ainsi l'opportunité d'y répondre par la suite. Je pense que voilà, je te remercie pour cette très belle présentation. Je pense que j'y ai même appris des choses en tout cas, donc merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.